Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur le bon MJ. Dans cette vidéo qui aura peut-être un, un- un titre un peu putaclic, c'est pas impossible. On va reparler de 2D6 plus bullshit, mais c'est aussi une forme d'atelier JDR. Donc vous savez, si vous suivez la chaîne, que 2D6 plus bullshit, c'est le nom à l'arrache que j'avais donné à une manière que j'ai de jouer, tout simplement. C'est même pas vraiment un système. Il y a quelques temps, j'ai essayé de le formaliser et je pense que j'ai fait des sortes d'erreurs. Des erreurs qui, alors ça peut paraître un peu prétentieux comme ça, un peu bizarre de dire ça, des erreurs en fait qui ont été provoquées par du feedback, des retours qu'on m'avait fait ou des propositions qu'on m'avait faites sur comment pourrait fonctionner 2D6 plus bullshit, etc. Et en fait, en réalité, le jeu que vous avez peut-être lu, là, le PDF, j'y joue pas comme ça en fait à 2D6 plus bullshit. Je me suis juste dit au moment où je me suis dit ok bah on va montrer, je vais essayer d'en faire un PDF pour que des gens puissent comprendre comment ça marche. Je me suis dit 2D6 plus bullshit c'est un jeu que moi je fais à l'arrache, mais si des gens veulent y jouer, il faudrait que j'ajoute je sais pas des règles sur des PV, des règles sur des dégâts, des règles sur tout un tas de choses pour que voilà les gens ils se sentent pas dépaysés et qu'ils se disent ouah c'est un jeu plus complet et tout, alors qu'en fait pour moi 2D6 plus bullshit, c'est pas ça. Et c'est de ça dont on va parler dans cette vidéo, dans un premier temps, mais cette vidéo, c'est aussi un atelier JDR, comme je le disais. Un atelier JDR, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une vidéo où on crée des trucs ensemble, où on réfléchit à du jeu de rôle, etc., etc. Si tout ça vous plaît, si tout ça vous intéresse, à l'issue de cette vidéo, si vous découvrez, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre la petite cloche. Et puis si ça fait un moment que vous regardez la chaîne et que ces vidéos continuent de vous apporter quelque chose, bah, je vous inviterai à vous rendre sur Tipeee pour soutenir parce que c'est vraiment hyper important. Récemment, il y a quelqu'un qui a fait un don super sympa où il disait que ce qu'il appréciait beaucoup sur la chaîne, c'est qu'à chaque fois, on réfléchissait à des trucs et que c'était pas que du donge ou que du X ou que du Y sur la chaîne. Et d'ailleurs, vous en rendez bien compte, puisque je fonctionne un peu en phase. On a fait une grosse phase Shadow Dark là, et là je suis en train de revenir vers des trucs un peu plus narratifs, un peu moins ludiques, et peut-être que je retournerai vers Shadow Dark, etc., etc. En ce moment, je suis plus dans du Powered by the Apocalypse et tout. Et c'est ça qui amène un peu à cette vidéo, parce que mine de rien, de D6 plus bullshit, c'est un peu inspiré du Powered by the Apocalypse. Et donc, je vais vous partager des réflexions un peu plus liées à ça. Donc, on est parti. Est-ce qu'on va parler que de 2D6 plus bullshit? Non, pas du tout. En fait, on va presque pas en parler. On va plutôt parler aujourd'hui de canon esthétique, de positionnement fictionnel, d'arbitrage. Et globalement, si on va parler de tout ça, c'est lié à 2D6 plus bullshit, donc certainement que notre conclusion, ça reviendra à parler de 2D6 plus bullshit rapidement, et du fait de jouer avec les mots et la fiction, ce qu'on raconte, plus qu'avec les chiffres, ou la chose que j'ai trop mise finalement dans 2D6 plus bullshit, si vous voulez mon avis, là où j'ai trahi en fait la manière dont j'utilisais ce système en fait en voulant y mettre plus de règles. Donc, on va commencer par le canon esthétique. L'idée, c'est que la plupart, c'est de comprendre que la plupart des jeux, en fait, ce qu'ils essayent d'émuler, c'est pas seulement un univers, c'est aussi un canon esthétique, c'est un genre aussi. Si on veut faire un univers de sci-fi, par exemple, on peut partir du principe qu'on veut essayer de le faire très réaliste. Mais réaliste, ça veut tout et rien dire, parce que déjà, comme on est dans de la science-fiction, par définition, normalement, on parle de technologie ou de trucs qui n'existent pas. Donc c'est pas réaliste. Vous comprenez? Donc en général, aller essayer d'aller vers une sorte de réalisme, c'est plutôt une sorte d'esthétique. C'est-à-dire de se dire, le monde doit paraître le plus réel possible. Alors évidemment, à chaque fois qu'on crée un univers ou qu'on crée une fiction, etc., la plupart du temps, on a envie que ce soit réel. Mais réel dans le sens, c'est cohérent, on y croit. Par contre, le réalisme, c'est rarement ce qu'on recherche vraiment. Et je pense la plupart du temps, on se plante quand on dit qu'on cherche le réalisme. Il y a pas mal de gens, par exemple, qui vont dire ouais, ben telle armure, elle doit résister à telle arme. Une voiture, elle va à telle vitesse. Un avion, il a besoin de tant de fuel pour aller d'un endroit à un autre. Ça, on pourrait dire que c'est de la pure simulation du réel. Et c'est un canon esthétique en soi, hein, on est d'accord. Donc on va se perdre dans cette vidéo, ça va être compliqué. Heureusement, j'ai un petit peu de café. Bonjour patate. Donc essayez de coller le plus possible au réel avec des données factuelles qu'on connaît, nos connaissances, etc. Ça peut être un canon esthétique. Et on n'ira jamais jusqu'au réel. Parce que tout simplement, comme on est des êtres humains, on sait pas tout, quoi. Et vous pouvez très bien vous dire que telle réaction de tel truc face à tel autre, c'est réaliste. Et quelqu'un qui s'est intéressé au sujet va vous dire que c'est
pas réaliste. Et peut-être qu'il aura raison, et peut-être que vous avez raison. Et en fait, chacun avec ses connaissances va pouvoir questionner chacun des faits dans votre histoire. Vous voyez, par exemple, j'ai déjà fait une partie où je décrivais que sur un pont, eh ben, il y avait des soldats comme ça, qui formaient un bloc, qu'en face, il y avait une charge de cavalerie, et moi, je disais, vous êtes au PJ qui était dans ce bloc, vous êtes en très mauvaise posture. Si la cavalerie vous charge, il risque de vous faire tomber du pont. Parce que moi, dans ma tête, le canon esthétique que j'ai, c'est celui du gouffre de Helm, d'accord? C'est la charge des cavaliers du Rohan dans le gouffre de Helm. C'est pas réaliste, ok? Mais dans beaucoup de films, une charge de cavalerie, c'est impressionnant, ça fait des gros trous, et ce qui est spectaculaire, c'est que les gens vont tomber du pont et tout. Donc dans plein de films, vous allez avoir ça, et comme vous allez voir plein de films comme ça, vous allez vous dire bah, que ça se passe sûrement comme ça. Et en fait, un jour, vous allez regarder une vidéo sur, je sais pas, des trucs, un rapport entre la charge de cavalerie, sa puissance cinétique et le bloc humain qui la bloque, ou alors est-ce qu'il y a une phalange parce que vous avez joué à un jeu vidéo de guerre genre Total War, et donc vous savez que si les gens ils ont des longues piques, ça arrête la cavalerie et tout. Donc là, vous commencez à penser en termes de réalisme. Néanmoins, ce réalisme, il est toujours limité par vos connaissances. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que même quand on fait un jeu réaliste, c'est là que j'essaye d'aller difficilement, même quand on se dit, par exemple, on dit à nos joueurs, bah voilà, on va jouer dans un truc réaliste, il y a de fortes chances que dans beaucoup de situations, vous ne soyez pas d'accord sur ce qui est réaliste, et que vous, peut-être en tant que MJ, vous vous disiez c'est moi l'arbitre du réalisme, et comme je suis là en tant qu'arbitre pour faire en sorte que le jeu soit le plus réaliste possible, même peut-être des fois on se met dans une posture où on veut rattraper les erreurs des règles pour continuer à faire en sorte que ce soit réaliste, on se dit ouais, ce jet de dé en fait il est un peu débile parce qu'en vrai si c'était réaliste t'aurais réussi. Ce genre de justification, même si le MJ se met en position d'arbitre du réalisme par exemple, et ben en fait il risque de se tromper maintes et maintes fois sur ce qui est en fait réaliste, tout simplement. Et on risque de pas être d'accord sur ce qui est réaliste. Tout ça c'était pour introduire le concept de canon esthétique. Donc le canon esthétique en fait c'est la manière dont on va décrire l'univers, c'est ce qu'on va essayer de simuler. On va essayer de le simuler. Et quand on pense canon esthétique, du coup, il y a une combinaison entre genre et univers, et en fait, il y a énormément de facteurs qui composent ce canon esthétique. Plutôt de se dire c'est juste réaliste, ou c'est de la science-fiction, ou c'est X, ou c'est Y, ce que je vous conseille de faire, c'est de détailler un maximum le canon esthétique que vous avez. Pourquoi? Pour avoir des références communes. Si vous dites juste on va jouer dans un univers de medieval fantasy, il y a énormément de possibilités. Entre le Seigneur des Anneaux d'un côté par exemple, et le donge de Naheulbeuk d'un autre côté, il y a d'énormes différences. Et il va pas suffire, vous voyez, selon moi, il suffit pas de dire on va faire un jeu un peu... souvent le Seigneur des Anneaux, grosso modo les gens ils disent que c'est un peu low fantasy, alors que en fait c'est de la high fantasy, enfin voilà, il y a débat. Il suffit pas de dire que c'est un peu low fantasy, un peu réaliste, entre guillemets, en dehors de quelques trucs surnaturels, qu'il n'y a pas trop de magie, que c'est épique pour définir un jeu. Il vaut mieux dire, en fait, en réalité, si vous voulez mon avis, ça c'est un petit peu flou. Si vous dites aux gens, c'est plutôt comme dans Le Seigneur des Anneaux directement, parfois tout simplement nommer votre source d'inspiration, c'est la manière la plus simple de définir le canon esthétique. Parce que dire, par exemple, aussi que ce serait un jeu on est un peu sérieux, c'est pas suffisant non plus, parce que si on jouait dans un univers à la Donjon de Naheulbeuk, et qu'on disait qu'on veut jouer très sérieusement au Donjon de Naheulbeuk, on pourrait faire un univers un peu absurde de light fantasy et jouer très très sérieusement. Donc vous voyez, plus vous essayez selon moi, de qualifier avec des adjectifs un petit peu ce que vous essayez de faire, plus vous risquez de passer à côté. Et donc, autant que faire se peut, moi j'aime bien, pour créer un canon esthétique, référencer l'univers. Vraiment, essayer de trouver des œuvres qui décrivent ce que j'essaye de reproduire. Bon, évidemment, si vous jouez dans l'univers du Seigneur des Anneaux, vous pouvez juste dire on joue dans l'univers du Seigneur des Anneaux. Là, tout ce qu'on explique, c'est si on joue dans un univers maison. Mais attendez un peu, parce que les références communes, encore une fois, c'est pas si simple que ça. On pourrait jouer au Seigneur des Anneaux comme la version de Peter Jackson, vous voyez? Ça, c'est un détail supplémentaire qu'on peut donner pour préciser encore le genre et le truc qu'on essaie d'émuler. Ou alors, on peut jouer le truc en mode Tolkien, et ce sera encore différent. Ou alors, on peut préciser, si on parle des films, on veut jouer comme la trilogie Le Seigneur des Anneaux, et pas comme celle du Hobbit, parce que quand on voit que dans le Hobbit, Legolas, il peut courir sur des briques qui sont en train de tomber dans le vide, on se dit qu'il y a déjà une sorte de différence en termes de réalisation, de mise en scène entre les deux, et on veut peut-être jouer plus dans le canon esthétique du Seigneur des Anneaux que dans celui du Hobbit en termes de film, par exemple. Donc plus vous arriverez à préciser, mieux c'est, selon moi, et en évitant les trucs un peu vagues, genre low fantasy, réaliste, etc. Par exemple, pas de magie, c'est beaucoup plus impactant que de dire que c'est low fantasy, vous voyez. Plus vous arrivez, en fait, à établir une liste de références,
mieux c'est. Le mieux, évidemment, c'est que ces références elles soient le plus connues possible. Parce qu'une des grosses difficultés, et d'ailleurs ça j'en parlais déjà dans les vidéos précédentes de D6 plus Bullshit, une des grosses difficultés, je trouve, c'est quand vous jouez avec des gens à un jeu où ils connaissent pas du tout, en fait, l'univers, et où ils ont aucune référence par rapport à cet univers. Parce que du coup, c'est très difficile pour eux de prendre des décisions qui font sens dans le canon esthétique qu'on essaie de simuler. Et aussi de décrire. C'est-à-dire que avec une même règle qui est je jette un D20 plus bonus et je dois dépasser une classe d'armure, et dans ce cas-là je touche et je fais des dégâts, on peut décrire plein de choses différentes. Si on veut se la jouer en mode Kingdom of Heaven, peut-être que le fait de retirer des points de vie à mon adversaire, ça veut dire que je l'ai frappé au niveau de sa cote de maille et qu'il y a quelques maillons qui volent, que le mec se plie en deux et qu'ensuite je le pousse pour essayer de le faire tomber, essayer de trouver un point faible dans son armure, j'en sais rien, je dis des trucs complètement au pif. Alors que si on utilise exactement les mêmes règles, mais on les utilise par exemple dans un univers comme Sin City, infliger des dégâts, c'est sûrement arracher un œil du mec à la fourchette et continuer de se battre avec plein d'hémoglobine, hyper gore, etc., etc. Donc vous voyez, définir le canon esthétique, c'est hyper important. Et souvent, je trouve que c'est ce qui fait que il y a des parties qui partent en live ou des grosses déceptions. Vous voyez, par exemple, vous dites on va jouer à un jeu de rôle de fantasy, et les gens dans leur tête, le canon esthétique qu'ils ont du jeu de rôle de fantasy, très souvent c'est un truc à la Nullbuck, un peu, ou alors un peu jeu vidéo. Il y a beaucoup ça, quand les gens on leur dit juste un jeu de rôle fantasy, ils ont ça en tête, très souvent, et c'est ça qui fait un peu les comportements de murder robot et tout. Parce que dans un jeu vidéo, on teste les limites du jeu. Et dans le donjon de Nullbuck, on prend tout au second degré, vous voyez. Alors peut-être que je fais une généralisation, j'en sais rien. Même très certainement, mais voilà, c'est ma vision des choses, limitée, comme tout un chacun. Et en fait, voilà, si je viens dire, on fait un truc à la Seigneur des Anneaux, dans le canon esthétique du Seigneur des Anneaux, les PJ, qui incarneraient très certainement la communauté de l'anneau, ils volent pas tout le monde et ils tuent pas tout le monde, vous voyez. Et c'est pas une histoire de c'est réaliste. Parce que quand on dit on est dans un jeu réaliste, donc les gardes vont venir t'arrêter si tu voles du pain, etc., cette réaction, elle est aussi en dehors du canon esthétique. Comment expliquer ça? Si on décide de jouer au Seigneur des Anneaux, que le mec qui joue Aragorn, il dit je tue tout le monde dans le village et je prends du loot, et que moi ma réponse c'est je te réponds en te disant que j'amène la garde pour t'arrêter, les deux joueurs, le MJ et le joueur là, ils se trompent tous les deux dans le canon esthétique. Un, il fait faire n'importe quoi à son personnage, et l'autre il le suit, parce qu'il se dit on va jouer les conséquences et le réalisme, et donc s'il y a quelqu'un qui commence à tuer tout le monde, bah des gardes vont arriver. Et en fait, on est d'une certaine manière, déjà en jouant les conséquences, on a déjà validé, on pourrait dire l'erreur esthétique, même si le terme est fort, du joueur. Parce que souvent on dit si vous voulez que quelqu'un arrête un comportement, faites-lui vivre les conséquences de ce comportement. Si vous voulez mon avis, le mieux, c'est d'établir un canon esthétique, un genre qu'on essaie d'émuler, un type d'histoire, de se mettre d'accord là-dessus, et je pense que c'est vraiment le truc le plus fondamental du jeu de rôle. Si les gens, ils comprennent pas la proposition, ce que vous essayez de faire, ils vont soit pas savoir quoi faire, soit faire des trucs qui vont vous énerver parce que vous avez l'impression que c'est à côté de la plaque, et ça peut être parfois très très difficile de s'aligner. En soi, c'est pas grave, ça gâche pas forcément complètement une partie, c'est plutôt des petites frustrations, des petits trucs où vous dites ah, moi je voyais vraiment pas ça comme ça, bon, je vais peut-être aller dans son sens. Enfin voilà. Et c'est de ça dont qu'il faut le mieux établir en amont, à mon avis. Ce qui est pas toujours évident, parce qu'on peut aussi partir du principe qu'on veut faire un jeu de rôle de fantasy, partir avec 2-3 critères, genre, comme on disait, bon, c'est épique et c'est sérieux, et pas grand-chose d'autre, c'est une possibilité. Et voir au fur et à mesure, hein. Ça fait pas que votre partie est dysfonctionnelle, que c'est nul. C'est juste plus expérimental, on va dire. Il y a moins de chances que vous tombiez pile sur un truc qui vous va. Et c'est surtout que si vous aviez une idée bien précise en tête, genre faire le Seigneur des Anneaux, il faut surtout pas compter sur le simple fait de dire on va jouer un truc un peu comme le Seigneur des Anneaux pour que ça ressemble à du Seigneur des Anneaux. Il faut vraiment que chacun peut-être ait des références, qu'on arrive à établir des trucs. Tout ça c'est très vague, c'est pas évident à faire d'ailleurs, surtout quand vous commencez dans vos univers un peu perso et tout. Et donc du coup, moi ce que je dirais, c'est que en amont d'une partie, pour résumer, il faut essayer d'établir ce canon esthétique, par exemple en définissant des référentiels. Essayer d'établir un peu, si on n'arrive pas à avoir assez de références communes, un genre. À noter que les référentiels, ça peut être des livres, ça peut être des jeux vidéo, ça peut être des illustrations, tout simplement. Quand vous avez un univers perso et que vous avez encore du mal à décrire un peu ce que vous recherchez, le simple fait de mettre des images, c'est pour ça que moi je trouve que c'est important les illustrations dans le jeu de rôle, j'en ai parlé à plusieurs reprises, rien que de choisir des images à montrer à vos joueurs pour leur montrer un peu comment vous visualisez le truc, c'est très très fort. Si vous mettez
des images très réalistes, ça amène quelque chose. Si vous faites, c'est un style un peu plus manga, si c'est un style un peu plus jeu vidéo dans les illustrations que vous voulez poser sur la table comme référentiel commun pour décrire les choses, ça va avoir un gros impact. Et je dirais aussi les vérités. Les vérités, c'est ce qu'on disait juste avant, par exemple, la magie n'existe pas, ou les dieux n'existent pas, ou X ou Y. Et il faut essayer de les écrire, à mon avis, de la manière la plus courte et précise possible. Parce que comme ça, tout le monde va retenir ces éléments, on va peut-être même pouvoir les poser au milieu de la table pour les avoir toujours sous les yeux. Faites une petite note, et comme ça, même dans l'impro et dans les descriptions, on le pose comme une règle, en fait. C'est vraiment une règle du jeu, en fait. Et c'est une règle qui est pas dans les chiffres, qui est pas dans les... Enfin, c'est une mécanique en soi, parce que ça impacte le jeu. C'est pas, voilà, il n'y a pas des chiffres, c'est pas des GD, c'est pas ces trucs-là. C'est juste, on pose un référentiel au milieu de la table, comme une règle, pour décrire nos actions et nous aider à choisir ce que nos personnages vont faire. On peut voir le background comme une règle, hein. Tout peut être une règle. À partir du moment où vous écrivez un background, si vous en servez pas, ça sert un peu à rien, on est d'accord. Si vous créez un background, c'est pour vous en servir et donc ça en fait une règle du jeu d'une certaine manière. Et là, c'est un peu la même chose. Pourquoi c'est important? Donc là, c'était vraiment essayer de définir le canon esthétique à ma manière. Moi, je vous explique la manière dont je le comprends et dont j'essaierai de l'appliquer. Et maintenant, ça va nous amener un peu à l'arbitrage et au positionnement fictionnel. L'erreur que j'ai faite, comme je vous disais, dans 2D6 plus bullshit, c'était que pour essayer de combler des trucs, me dire c'est un jeu plus complet, ou je sais pas trop en fait ce qui m'a poussé à faire ça. Je pense que c'est des feedbacks que j'ai reçus sur le moment, genre peut-être dans une partie, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, moi j'aurais besoin d'avoir des points de vie, d'avoir un peu plus des échelles chiffrées en fait. Et en fait, je me suis mis à intégrer ça, et je pense que c'était une erreur, parce que je me servirai jamais de ces règles. Parce que moi, à la base, ce que je veux faire avec 2D6 plus bullshit, c'est pouvoir jouer à peu près à tout assez facilement. Ça veut pas dire que ce sera un jeu qui va être le meilleur pour tout faire, qui peut tout faire très bien. Mais mon but, c'était de me créer mon petit système à moi, faire tout à peu près bien, et être à l'aise avec ces choses-là, pouvoir l'expliquer rapidement, et avoir un système de base maison qui roule, quoi. Et je voulais le formaliser, et je l'ai mal formalisé. Je pense que je vais le refaire. Et donc, en fait, la base de 2D6 plus bullshit, c'est ces deux éléments, positionnement fictionnel et arbitrage. Donc, le positionnement fictionnel, qu'est-ce que c'est? Donc, le positionnement fictionnel, c'est un truc dont on sert dans les jeux Powered by the Apocalypse. Dans les jeux Powered by the Apocalypse, on a des moves qui s'activent à certaines conditions. Typiquement, vous essayez de vous battre avec quelqu'un qui peut vous rendre les coups, utilisez ce move. Et le move, c'est une mécanique. Voilà. Et en fait, le deuxième pendant de cette règle des jeux Powered by the Apocalypse, c'est que c'est pas parce qu'il y a un move qui existe qu'il suffit d'avoir l'intention de l'utiliser pour que ça s'active. Je suis un mec avec une petite épée tout petit. Et en face de moi, il y a un méga robot. Méga robot, il est vraiment hyper fort, hein. Il détruit la ville, il arrache des morceaux de maison et tout. C'est vraiment chaud, quoi. Admettons, dans mon jeu Powered by the Apocalypse, il y a un move qui me dit si vous voulez attaquer un méchant, jetez les dés et on voit ce qui se passe. Il suffit pas à mon joueur de dire j'attaque le robot pour que le move s'active. Si on détermine que là, avec ma petite épée, de toute façon, je pourrais jamais faire de dégâts au robot, qu'en plus, son point faible, il est sur sa tête, et que donc, c'est impossible pour moi de l'attaquer en tapant sur ses pieds, et qu'en plus, je suis blessé, et qu'en plus, je suis, voilà, pour X ou Y raison, dans la fiction, ça semble impossible que je blesse le robot. Et donc, du coup, on va pas faire le move. Donc, le positionnement fictionnel, c'est ça. C'est à un moment donné, se revenir à la fiction à chaque fois pour se demander est-ce que c'est possible? Alors, il y a des jeux qui prennent moins ça en compte, soit qui prennent moins ça en compte, soit qui en font des règles dans le dur. Par exemple, un jeu comme Donjons et Dragons, lui, il va plutôt utiliser des échelles de valeur. Vous voyez, il y a des difficultés genre 10, 15, 20, 25, 30. Ça peut être la classe d'armure, etc. Et par exemple, dans Donj, peut-être que mon mec qui essaie de taper le robot, eh ben, on partira du principe que le robot, sa classe d'armure, c'est 30. Et mon mec, il a plus 2 pour toucher, et donc avec un des 20 plus 2, il dépassera jamais 30, vous voyez. Donc il pourra pas toucher le robot. Donc dans les règles, je peux pas toucher le robot. C'est les règles qui mettent des échelles de valeur pour dire à tel moment, tu jettes les dés, tu réussis pas, et il y a un seuil de difficulté, etc., etc. Tout ça, ça demande d'arbitrer le seuil de difficulté par le MJ. Donc ça veut dire que le MJ, dans sa tête, il doit avoir ces sortes de chiffres et d'utiliser les règles. Mais en gros, ça revient exactement au même, d'accord, de dire à un joueur, alors qu'on est en train de jouer à Donjons et Dragons, ok, t'essaies d'attaquer le robot, sa classe d'armure est 30, donc c'est impossible pour lui de toucher le robot, de lui dire ça, vas-y, jette les dés, et de dire à un joueur, le robot est beaucoup trop puissant pour toi, tu peux pas l'attaquer comme ça, il va falloir trouver un point faible ou une autre solution, l'escalader, faire autrement. Vous voyez? Dans les deux cas, c'est le positionnement fictionnel qui à déterminer la décision. Mais il y a un cas où ça s'est traduit
par un seuil de difficulté qu'on fixe, un autre cas où ça s'est traduit par le MJ qui dit ce n'est pas possible. Dans 2d6 plus bullshit, moi ce que j'essaie d'éliminer, c'est toutes ces valeurs chiffrées. Parce que moi j'aime pas les valeurs chiffrées. Déjà, le seuil de difficulté, même si récemment j'ai joué à Shadow Dark, etc., c'est un truc que j'ai jamais trop aimé manipuler comme mécanique. Parce que j'ai toujours peur qu'à un moment donné, il y ait une incohérence. Et j'aime pas me référer à des tableaux hyper complexes qui mettent des chiffres sur tout, vous voyez. Donc à chaque fois, je le fais pas au pifomètre, parce que je réfléchis, mais je le fais au doigt mouillé ou à l'instinct. Mais ça peut créer des incohérences. Et puis, il y a parfois un risque. Alors, ça n'est pas nécessairement un risque. On va en parler. Il peut y avoir un peu un risque de... Lorsque vous choisissez un seuil de difficulté, de aussi y mettre votre scénarium. C'est-à-dire que le PJ veut escalader un mur difficile à escalader, on se dit que la difficulté est de 15. Maintenant, le PJ veut fuir le grand méchant au lieu de faire un duel avec lui, alors que vous, dans votre tête, vous voulez absolument que le PJ fasse un grand duel avec le méchant. Donc il veut fuir et il veut escalader exactement le même mur. On peut être tenté en tant que MJ de se dire, cette fois-ci, la difficulté pour escalader le mur, elle est de 25, vous voyez, parce qu'on n'a pas envie que cette solution fonctionne. Néanmoins, c'est pas gravissime, parce que tous ces chiffres-là dont on parle, ils sont pas forcément en train de simuler l'univers. Ils simulent un canon esthétique. Et on en revient à notre canon esthétique et à son rôle dans le positionnement. La difficulté des choses que le joueur essaie de faire n'est pas forcément conditionnée par l'univers. Elle peut être conditionnée par le genre et par qui il est, etc. Créer une échelle de valeur calquée sur l'univers, ça implique forcément qu'en miroir, dans la mécanique, il faut créer une échelle de valeur pour tout ce que peuvent faire les PJ en réponse à cet univers, d'accord? Donc c'est une approche, on pourrait dire, pseudo-scientifique. C'est-à-dire que votre force, elle est censée vous permettre de réussir des tâches de telle difficulté, etc. C'est une approche du jeu de rôle. Mais si on s'appuie plutôt sur notre canon esthétique comme base pour déterminer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, ça change tout. C'est-à-dire que si j'ai un personnage, et d'ailleurs c'était Cortex, je crois, enfin récemment il y avait eu ce débat un peu sur le Discord, si on a d'un côté Hulk et un enfant qui essaye de lancer une voiture, je suis pas obligé de dire l'enfant il a -3 en force, et Hulk, il a plus 10 en force, et la difficulté, elle est de 17, vous voyez. Je suis pas obligé de faire ça. Je peux simplement me dire, dans un univers de super-héros type Marvel, où il y a Hulk, l'enfant ne pourra jamais lancer la voiture, et Hulk pourra toujours lancer la voiture. Ça, c'est s'appuyer sur le canon esthétique, et décider à un instant T, dans la fiction, est-ce que ce personnage est capable de faire telle chose, et dans les conditions actuelles, par exemple, si Hulk est blessé, peut-être qu'il peut plus lancer la voiture. Et dans ce cas-là, dans un jeu avec des chiffres, peut-être qu'il aura un malus de -8 en force, pour refléter ça, mais en fait, tout ça, moi, j'en ai pas besoin dans mon 2d6 plus bullshit. Moi, j'ai juste besoin de savoir le positionnement fictionnel et le canon esthétique dans lequel on est. Et donc, dans 2d6 plus bullshit, il n'y a pas besoin de chiffres. Il n'y a pas besoin de savoir que quelqu'un il a +3, il a +2, il a +1. On veut juste savoir qui est cette personne, voir sa place actuellement dans la scène, dans la fiction, et dans quel genre d'univers on joue. Et c'est comme ça qu'on va déterminer la difficulté du jet, ou si seulement le jet est possible. Et je pense même que, pour être tout à fait honnête, la difficulté du jet, je vais la retirer de 2d6 plus bullshit. Dans 2d6 plus bullshit, je faisais un truc, je pense que je vais tout changer dans 2d6 plus bullshit. Je prenais des traits, et chaque trait, il donnait +1. Et moi, en tant que MJ, j'arbitrais en mettant des -1. Ou des +1 d'ailleurs. Si c'était plus ou moins facile, difficile. Et en fait, j'aime pas ça non plus. Parce que ça me demande, voilà, de faire... Alors, c'est pas des maths difficiles, mais en fait, c'est un peu basé sur rien, quoi. Je sais pas comment expliquer. C'est un peu basé sur rien. Ça manque de quelque chose qui me plaît davantage, c'est-à-dire questionner la fiction, la position du personnage en ce moment. Et donc je pense que si je refaisais du 2d6 plus bullshit, il serait géré de cette façon. Il y aurait une seule règle, c'est quand on pense que la situation est tendue, etc., on jette 2d6 plus bonus. Pour savoir nos bonus, on se pose 3 questions. Et ça, il y a un jeu qui fait ça, hein, je l'invente pas. C'est est-ce que je suis motivé, est-ce que je suis équipé, et est-ce que je suis compétent. En fait, à chaque fois qu'on fait une action, on se demande est-ce que mon personnage, il est assez compétent dans cette situation? Oui, il a +1. Est-ce qu'il est assez équipé? Oui, il a +1. Est-ce qu'il est motivé? Oui, il a +1. Mais je le complexifierais légèrement en me basant plus sur le positionnement fictionnel. Vous voyez, je le formulerais sûrement plutôt en mode est-ce qu'il est motivé ou suffisamment motivé par l'action qu'il essaie d'entreprendre, ou plus motivé que son opposition? Est-ce qu'il est équipé, ou est-ce qu'il est suffisamment équipé, ou plus équipé qu'il a une supériorité en termes d'équipement par rapport à son opposition? Est-ce qu'il est plus ou moins compétent? Et on pourrait ajouter par exemple tactique. Comme ça, je pense qu'on aurait à peu près tous les trucs qui me viennent à l'esprit quand j'essaye d'arbitrer. Moi, je me demande toujours, est-ce que l'équipement il t'aide? Est-ce que ta position t'aide?
est-ce que t'es compétent, et est-ce que ton personnage, on se dit, il devrait avoir un bonus parce qu'il est ultra vénère, c'est son grand moment et tout. En répondant à ces 4 questions, ce qui va très très vite, on n'est pas obligé de les poser et d'y réfléchir pendant 150 ans, en répondant à ces 4 questions, je pourrais savoir quel est mon bonus. Et moi, je pourrais mettre éventuellement un -1 en mode soit, là je réfléchis vraiment vite fait, j'ai pas réfléchi plus longtemps que ça, un -1 scénarium. C'est pas impossible hein, que de temps en temps, j'ai envie qu'il y ait un peu de scénarium. Genre, il y a un boss, vous voyez, il y a un personnage, il est pas plus fort que toi, il est pas plus compétent que toi, il est pas plus équipé que toi, il est pas plus motivé que toi, etc. C'est juste que c'est un méchant important. Et même s'il est frêle et nul, dans la fiction qu'on essaie d'émuler, il a un peu plus de chances que la moyenne de s'en sortir que le péon de base. Le péon de base qui, potentiellement, est plus compétent que toi, etc. Par exemple, imaginons le mec, c'est juste le cerveau des méchants, vous voyez, c'est le big brain. Bah, si vous essayez de le tabasser, normalement, il y a de bonnes chances que vous réussissiez. Admettons, vous êtes motivé à le tabasser et plus compétent que lui, vous vous battez à main nue avec lui, vous avez plus 2. Mais comme c'est un personnage un petit peu plus important, vous allez avoir -1. Ça pourrait être une règle. Il faut pas que ça aille dans les -2, -3 et que je commence à avoir trop de trucs comme ça, vous voyez. Juste un petit -1 de scénario, entre guillemets. Ça veut pas dire que ça empêche le joueur de faire son action et qu'il échoue forcément. Hein. C'est juste, c'est comme si le méchant il avait un peu un point de destin, vous voyez, je sais pas comment dire. Tandis que si je me bats contre un Stormtrooper, vous voyez, un soldat de base ou bien un des vieux soldats squelettes du méchant, les vieux soldats squelettes, peut-être que eux, ils sont plus équipés, donc du coup on n'a pas le +1 d'équipé, ils sont aussi compétents que moi au combat et que j'ai plus que ma motivation. Par contre, ils me donnent pas -1, vous voyez, parce que c'est là on se base purement sur ce qui est factuel en répondant aux 4 questions. Et le petit -1, il viendrait pondérer ça, en fait. Il viendrait pondérer, mais plus pour des raisons de simulation d'un genre ou de l'importance d'un PNJ. Ça pourrait être une idée. Ou alors on pourrait dire que les -1, c'est des pièces. Les joueurs, de temps en temps, je sais pas, par exemple, ils veulent faire émerger un truc. Ok, mais ils me donnent une pièce et c'est un -1 que je pourrais appliquer plus tard. Voilà, il y a plein de règles qui sont possibles. Et vous voyez la grosse différence là par rapport au 2D6 plus bullshit tel que vous pouvez le retrouver en PDF sur Discord, c'est que on prend plus en compte les échelles de valeur et la progression chiffrée des personnages. Ça veut pas dire que les personnages vont pas progresser. Parce qu'on pourrait très bien dire, je pense qu'on pourrait même enlever les traits en réalité. Les traits ne donneraient plus ça, on aurait juste cette base-là, et on se poserait juste la question du positionnement fictionnel. Donc ça voudrait dire que si j'ai un personnage, c'est Jaskier, genre, Jaskier, de base, on va garder l'exemple du combat. Je sais, c'est pas très original, mais Jaskier, de base, pour se taper, ben, il aura sûrement jamais quasiment l'avantage de la compétence, ni même de l'équipement. Mais si Jaskier il a équipé une armure complète, etc., il aura +1, vous voyez. Maintenant, si Jaskier il a équipé une armure complète, mais qu'en face le mec il a une armure beaucoup plus forte, genre Jaskier il a mis une armure de cuir complète et le mec en face il a une armure de plate complète, Jaskier n'a plus son avantage de l'équipement. Donc en fait, on se pose à chaque fois la question par rapport à la fiction et puis par rapport à des bonus que le joueur a obtenu. Et est-ce que le personnage peut progresser? Ben oui, parce qu'au début, Jaskier, c'est juste un barde et tout, mais admettons, il décide de s'entraîner dans l'histoire, hein, pendant la partie, il n'y a pas d'XP ou de trucs comme ça, il décide de s'entraîner chaque jour durant le voyage avec Geralt, etc. Bon ben, avant, Jaskier, il n'aurait pas eu le bonus de compétences en combat, en aucune circonstance. Maintenant, peut-être qu'il l'aura s'il se bat contre quelqu'un du commun. S'il se bat contre ce qu'il était avant, en fait, un barde, bah, Jaskier sera supérieur à ce barde en termes de compétences et maintenant il aura le +1. Mais on l'a pas forcément écrit. Ou alors on met juste une petite note, je me suis entraîné. Jaskier, pour autant, n'aura pas encore de bonus contre, je sais pas, un mec qui a déjà fait 3-4 combats dans sa vie, vous voyez. À partir du moment où Jaskier se sera battu 3-4 fois pendant la campagne, lorsqu'il tombera contre un bandit, bah, il sera peut-être supérieur à ce bandit, parce que ce bandit, peut-être que, ok, il se bagarre un peu, mais qu'en général, il menace les gens plutôt que de les attaquer. Donc, au début de l'histoire, Jaskier, il se serait fait défoncer par ce bandit. Un peu plus tard, Jaskier, il est un peu plus confiant et tout, et maintenant, il est supérieur à ce bandit parce que Jaskier a vécu l'épreuve du feu 2-3 fois pendant la campagne. Et voilà, et en fait, on progresse comme ça, tout simplement. Et enfin, donc là, c'était les bonus et malus, et enfin, il y a un autre truc, mais qu'on a dans tous les jeux de rôle aussi, c'est ce qui est possible et impossible. Ça, c'était l'exemple de Hulk. En gros, on jette les dés. Là, c'est impossible. Là, c'est possible. Là, c'est hautement improbable. Là, c'est hautement improbable. Donc ici, hautement improbable d'échouer, hein, évidemment, si on est plutôt du côté du possible. Et ici, hautement improbable de réussir du côté de l'impossible. Là, on jette pas les dés. Le positionnement fictionnel nous fait dire que c'est pas possible. Un enfant ne peut pas lancer une voiture. Hulk, il va rarement rater son lancer de voiture. Donc là, on jetterait pas les dés, par exemple. S'il y a un autre enjeu derrière le lancer de voiture, peut-être qu'on lancerait les dés. Hein. Mais voilà. Et en fait, nous, on jette les dés plus ou moins quand on est là-dedans, quoi.
Et c'est à ce moment-là qu'on se pose la question des bonus et des malus. Et cette jauge, elle peut se déplacer au fur et à mesure de la campagne. Ce qui était jusqu'alors impossible pour mon personnage le sera peut-être moins, et peut-être que maintenant, la jauge, la zone dans laquelle on va jeter les dés, elle sera plus ici, vous voyez. Et que ici, on jettera plus les dés, parce que mon personnage est devenu plus compétent. Et on aura, dans ce cas-là, pas besoin d'avoir des bonus ou quoi, il suffit d'écrire des choses sur notre personnage et de se mettre d'accord au début. Et si on s'est bien mis d'accord sur le canon esthétique, sur ce qu'on essaye d'émuler, normalement, c'est très simple à arbitrer pour le MJ, juste en s'appuyant sur le positionnement fictionnel. Donc, si on résume, on a un canon esthétique qui nous permet, lorsqu'on le met en corrélation avec le positionnement fictionnel, d'arbitrer, tout simplement, d'arbitrer les situations. Est-ce qu'on doit jeter les dés, est-ce qu'on ne doit pas jeter les dés? Donc c'est hyper théorique, mais c'est des trucs qu'on retrouve dans les jeux Powered by the Apocalypse. Si vous avez jamais lu de jeux Powered by the Apocalypse, je vous invite à le lire. C'est des choses qu'on fait naturellement, hein. Je suis pas en train de vous révéler des secrets ou une toute nouvelle méthode sortie de From Nowhere. C'est des trucs qu'on fait tous plus ou moins. On arbitre tous plus ou moins. On a tous plus ou moins une idée en tête de l'histoire qu'on veut essayer de faire, du canon esthétique. On s'appuie tous plus ou moins sur la fiction à un instant T pour arbitrer. Et le fait de bien le visualiser comme ça, c'est ce qui va me permettre de me dire, et si vous le mettez en corrélation avec les autres vidéos 2D6 plus bullshit que j'ai faites, ça devrait vous permettre de mieux comprendre l'intention à l'origine derrière 2D6 plus bullshit, et là où je me suis planté. Je me suis planté parce que j'ai mis de l'aléatoire dans les dégâts, j'ai mis des points de vie, j'ai mis des ennemis avec des seuils de difficulté. En fait, c'est complètement contre la philosophie du jeu de base, quoi. C'est parce que j'ai commencé à dire qu'on pouvait avoir des +1, des +2, des +3 et à mettre des chiffres sur la fiche de personnage de 2D6 plus bullshit que j'en suis arrivé à me dire, ok, mais si les PJ commencent à accumuler des bonus, moi il va falloir que je mette des règles avec des malus pour compenser, pour qu'il y ait toujours du défi. Et donc je vais devoir créer des PNJ avec des forces et des faiblesses qui leur donnent des malus et des bonus, et que j'ai commencé à entrer dans une spirale ludique qui n'est pas mal. Attention, je rappelle, j'ai joué pendant 1 mois et demi, 2 mois, j'ai fait genre 15 parties de Shadow Dark, hein, qui ressemble quand même beaucoup à Donjon Dragon. Et j'ai rien contre ça, je le referai. Mais je me suis laissé piéger, entre guillemets, par en fait des retours de gens qui comprenaient pas à la base cette manière de jouer, que j'essaie de mieux expliquer dans cette vidéo. Des retours de gens comme ça, et je me suis dit, ah, si ces gens-là ne comprennent pas, il faut que je tende vers quelque chose qu'ils comprennent mieux, ou que je crée des règles là où pour eux il y a un manque. En fait, je pense pas qu'il y ait un manque, personnellement. Il fallait juste que je trouve une autre manière de le formaliser. Donc je vais peut-être essayer de le refaire. Alors quand je dis qu'il n'y a pas de manque, attention, j'en vois venir qui vont dire, ouais, le mec dit que son jeu est parfait. Non, pas du tout. Le jeu est pas du tout parfait, c'est un jeu pour improviser, et pour faire des trucs sur le pouce, et pour pas avoir nécessairement à apprendre un nouveau jeu entièrement pour pouvoir me mettre à jouer. Ce qui n'empêche que moi, j'aime bien apprendre des nouveaux jeux. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, je joue à des jeux Powered by the Apocalypse, avec des moves et tout. Souvent, j'ai du mal avec ces jeux, mais ça m'empêche pas de réitérer l'expérience, de le refaire encore et encore. Parce qu'à chaque fois, je découvre des trucs, et puis peut-être que je vais en trouver un que je trouve vraiment cool. Et je vous ferai des retours là-dessus. Est-ce que 2D6 plus bullshit ne peut pas faire, je terminerai là-dessus, c'est parfaitement émuler les choses. C'est pour ça que, en fait, c'était vraiment important d'amener cette pierre supplémentaire et de dire le canon esthétique, c'est hyper important. 2D6 plus bullshit, c'est un jeu qui ne raconte rien. Ses mécaniques ne proposent rien de très particulier, rien qui colle à un univers spécifique, etc. Il n'y a que en définissant le canon esthétique et en arbitrant et en décrivant cet univers que le 2D6 plus bullshit prend forme. Les jeux Powered by the Apocalypse, eux, avec leurs moves, etc., en général, ils essaient de faire un truc très très précis. Et grand bien leur passe. 2D6 plus bullshit, il fera jamais aussi bien qu'un jeu spécialisé, on va dire, pour faire le truc que ce jeu spécialisé veut faire. En tout cas, par défaut. En fait, 2D6 plus bullshit, il est, entre guillemets, dysfonctionnel comme jeu, parce qu'il demande énormément de compensation de la part des joueurs. Il va falloir que les joueurs, vous pouvez pas juste suivre la mécanique et ça va faire le jeu, vous voyez ce que je veux dire. Les joueurs, ils vont devoir essayer de bien comprendre le canon esthétique pour essayer de l'émuler avec leurs personnages via leurs actions et tout. Il va pas y avoir d'indication sur leur feuille de personnage de qu'est-ce que je peux faire pour essayer de bien jouer mon personnage, etc. De D6 plus bullshit, il va demander beaucoup de compensation de la part du MJ, parce que comme il n'y a pas beaucoup de règles, il faut beaucoup d'arbitrage. De D6 plus bullshit, il va demander de la compensation. Ça en fait pas un jeu moins bien,
Et ça en fait un jeu qui est tout simplement plus difficile et qu'il faut s'approprier et qui a plus de chances d'échouer, tout simplement, qu'un jeu conçu pour faire quelque chose très bien. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que c'était pas trop théorique, que vous avez apprécié la vidéo. Et puis je vais vous dire à très bientôt sur le bon MJ. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à tout ça. J'espère que ça vous a plu. Je pense que même si vous jouez pas à 2D6 plus Bullshit, ce que vous pouvez retirer vraiment, c'est le truc du canon esthétique. Vous me direz ce que vous en pensez. N'hésitez pas à venir sur Discord et à soutenir sur Tipeee. C'est très important pour que la chaîne survive. Les amis, au fil du temps, ça sera de plus en plus nécessaire. J'espère que vous avez passé un bon moment et je vous dis à très bientôt sur le bon MJ. Bonne journée, au revoir.